Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle marie philanthropie et business de son association qui finance les études des orphelines africaines jusqu'à sa start-up Jendaya qui marie mode et tech. Rencontre avec Kemi Adetu, une jeune leader nigériane qui défend l'ambition d'un continent. Elle défend l'ambition des chroniqueurs et chroniqueuses de l'école du futur. Elle a une idée derrière la tech, c'est Isabelle Rouen. Isabelle, avec toi, on va se poser une question aujourd'hui. Faut-il éduquer les robots? Je pense que oui. Bonjour Marjorie. Eh bien ça tombe bien et surtout je suis très heureuse que tu sois à nos côtés parce que vous le savez c'est jeudi, c'est le retour du Club Actu. En première partie de cette émission on va parler de cette nouvelle promo du French Tech 120 et du Next 40. Elle vient juste d'être dévoilée, une 5e édition avec un classement de l'économie numérique française qui fait briller les licornes. 26 startups et scale-up qui ont atteint ce statut tant convoité en 2022 et surprise, les EdTech entrent au classement, on va y revenir. Deuxième partie d'actu, Gonzalez versus Google, c'est le cas qui pourrait littéralement changer l'Internet tel que nous le connaissons. La Cour suprême est en plein débat. À la clé, les plateformes pourraient perdre leur immunité d'hébergeur et être reconnues éditeurs ou créateurs de contenu. Alors les big tech vont-elles enfin devoir prendre leurs responsabilités? On en parle avec nos débatteurs du jour. Marion Moreau, journaliste indépendante, messieurs, dames, experte du numérique, autrice de la newsletter incroyable Hors Normes. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, bonjour à tous, toutes. Et un nouveau dans le club, Wilfried Granier, fondateur et CEO de Superprof. Bonjour à toi Wilfried. Bonjour Marjorie, bonjour tout le monde. On parle de cette actu ensemble dans un instant, mais d'abord, focus. Women at Dior, c'est l'initiative de marque qui met les rôles modèles féminins à l'honneur. La maison de luxe a rencontré Kemi Adetu, businesswoman et aussi entrepreneur social. Elle défend l'égalité femmes-hommes, la réussite économique de l'Afrique. Son portrait, c'est tout de suite et c'est signé Xavier Terrade. Le 29 novembre 2022, Oluwa Kemi Adetu a eu l'honneur de répondre aux questions de Dior, un privilège qui lui a été accordé pour parler de l'avenir des femmes leaders, après avoir été récompensée par le prix Women in Africa Young Leaders. Avant d'intégrer le groupe JP Morgan qui l'a menée à New York, elle a travaillé en finance chez Standard Chartered, en management consulting chez PricewaterhouseCoopers, en marketing digital chez Google et en investissement bancaire chez Goldman Sachs et Deutsche Bank. Un CV impressionnant qui ne doit pas faire oublier son côté philanthrope, car Kemi Adetu est surtout connue pour avoir fondé Glow Up, l'acronyme de Girls, Ladies, Orphans, Women United for Progress, une organisation non gouvernementale dédiée à l'accompagnement des orphelines âgées de 10 à 25 ans. L'évolution de l'Afrique et l'égalité des sexes sont les combats qui l'animent en permanence. En février 2020, elle a créé l'Africa Female Orphan Development Fund afin de financer les possibilités d'enseignement supérieur pour les orphelines africaines. Même si elle fait dans la charité, Kemi Adetu est surtout une femme d'affaires hors pair. Elle a lancé sa start-up Jendaya, une entreprise de logistique qui vise à améliorer l'expérience d'achat des consommateurs de luxe en Afrique. Diplômée d'études en chimie médicinale au Royaume-Uni, la jeune femme s'était retrouvée première du Yahoo Finance Top 50 Future Female Leaders Heroes en 2019. Et on est de retour sur le plateau de l'école du futur. Jusque-là, tout va bien. Vous le savez, aujourd'hui, on passe en revue l'actu avec Marion Moreau, Wilfried Granier et Isabelle Rouen. Tout de suite, on va se projeter dans le classement qui fait parler cette semaine, celui des 10 ans de la French Tech. Next 40 ou 40, vous l'êtes comme vous voulez. Et French Tech 120, c'est la première partie du club. Et nouvelle promo, donc 5e du nom pour ces classements de l'économie numérique française. Le CAC 40 est remplacé par le Next 40 ou le Next 40. Moi, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mettre un petit peu de Jean-Claude Van Damme dans ces termes-là. C'est très économie numérique. Le French Tech 120 vient remplacer le SBF 120. Bien sûr, le résultat, c'est que 26 startups et scale-up atteignent le statut très convoité de licorne pour cette année, que les EdTech, eh bien justement, entrent aussi au classement. Et ça tombe bien, Wilfried Granier, parce que c'est toi qui fais notamment ton entrée sur ce French Tech 120 avec Superprof. Tu fais ton entrée dans ce top, dans cette promo 2023.
Pourquoi c'est important d'y être? C'est une reconnaissance quelque part? Ah bah oui, c'est une reconnaissance pour tout le travail qu'on fait. On va fêter nos 10 ans également. Donc nous, on suit depuis le début ce classement. Et c'était la première fois qu'on le tentait parce qu'on sentait qu'on avait aujourd'hui le potentiel de pouvoir accéder. Et effectivement, quand on reçoit le petit mot en disant « ça y est, vous êtes intégré au FT 120 », alors c'est le bonheur pour moi déjà personnel. Et puis après, le bonheur pour l'équipe quand même. On était tous derrière cette candidature. Et puis la rencontre avec le président qui est quand même le coach, le mentor en fait, qui nous donne de la motivation. Et non, c'est un bonheur absolu, Marjorie. Oui, parce qu'on rappelle justement que lundi soir, toute l'économie numérique française était reçue en grande pompe dans la salle des fêtes de l'Élysée. Emmanuel Macron en maître d'œuvre de la Startup Nation. On va y revenir justement, tiens, on va se demander si c'est pas devenu quand même un petit peu un gros mot aujourd'hui. Mais avant, tu disais qu'il fallait candidater pour entrer au FT 120 et au Next 40. Oui, absolument, c'est sur dossier en fait. Donc du coup, parce qu'il vérifie quand même un certain nombre d'éléments, puisqu'il y a 2 critères principaux qui sont soit avoir levé effectivement une certaine somme d'argent, ou soit faire une croissance et un chiffre d'affaires. Alors nous, évidemment, on n'a pas levé, donc on est presque la seule d'ailleurs société du FT 120 à ne pas avoir levé de fonds. Donc on était dans le 2e critère, et donc il faut un certain minimum de croissance depuis plusieurs années et un certain chiffre d'affaires. Voilà, qu'on a réussi cette année à atteindre. Marion, ces classements de la French Tech, c'est un peu comme la Légion d'honneur, il faut le demander, ou oser le demander. Je sais pas, je vais émettre un avis personnel si tu veux bien, Marjorie. Moi, je suis assez dubitative quand même sur les classements, même si la French Tech avait besoin de ces impulsions. On a couvert, toi et moi et d'autres aussi, la naissance d'un écosystème. Je pense que c'était nécessaire de faire valoir nos atouts et puis d'aider des entrepreneurs comme toi aussi à accélérer dans le business. Après, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose, je trouve, d'illisible en fait, même si les classements justement contribuent à une lecture de nos performances, nos atouts à l'échelle du monde. C'est quand même, je veux dire, faut être pragmatique et réaliste. Aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas suffisant et c'est pas forcément en marketant ou seulement en marketant nos atouts du numérique qu'on peut jouer sur l'échiquier international. Faut être pragmatique. Alors, classement ou pas classement, on se souvient, vous et moi, sur ce plateau, notamment des promesses d'un certain Cédric O, l'ancien secrétaire d'État à l'économie numérique de la précédente mandature d'Emmanuel Macron, qui, sur en une conférence, pour ne pas la nommer Vivatech, réclamait 26 licornes d'ici 2025. Visiblement, on les a avant 2025. Il faut faire cette course en tête dans les classements. Est-ce que ça a encore une valeur, un maître étalon de la réussite d'un écosystème, Isabelle et Wilfried? Ça a une valeur, en tout cas, effectivement, comme le dit Marion, il y a un côté marketing dans tout ça, mais ça a une valeur finalement peut-être un peu trop franco-française. On n'a pas beaucoup de licornes européennes aujourd'hui, notamment en EdTech. Ça manque, donc ce serait bien aussi de voir plus grand. Wilfried? Alors, le côté licorne, c'est toujours pareil. Ça veut dire qu'on a levé effectivement un certain nombre et qu'on a été valorisé plus d'1 milliard d'euros. Nous, justement, on fait une course un peu de fond. C'est-à-dire que nous, on a choisi de ne pas être licorne, puisqu'on n'est pas valorisé. On vit de nos clients depuis la création. Et moi, je pense que c'est grâce à ce système-là. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la République à ce sujet, en disant, je pense que pour créer effectivement un grand leader européen, voire mondial, qui n'est pas possible de racheter, qui n'est pas possible d'être valorisé, eh bien, c'est de faire comme nous, c'est-à-dire de garder les fonds totalement français et puis d'avoir une expansion internationale. Je vous disais tout à l'heure que l'Inde, c'était effectivement notre plus gros pays. Aujourd'hui, dans les 45 pays, on a fourni un professeur à 38 millions d'élèves l'année dernière et c'est en forte croissance parce que ça plaît, les gens ont envie effectivement de trouver leur professeur. Et imaginez le truc fabuleux qui serait, si on veut trouver un professeur, la solution mondiale vient d'une boîte française qui permet à tout le monde dans le monde de trouver le professeur idéal. Alors en l'occurrence, je t'ôte les mots de la bouche, elle est plutôt autrichienne cette solution, elle s'appelle GoStudent. C'est le leader en l'occurrence, là aussi, du secteur en matière d'AdTech. C'est GoStudent qu'on avait reçu d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines, qui sort notamment dans un autre classement. Il s'appelle HolonIQ. HolonIQ, c'est une société de data intelligence qui va justement aller travailler sur les marchés de deep tech et notamment de l'éducation pour sourcer justement ces futurs champions des secteurs. Et sur leur dernier classement, qui est paru le 2 janvier 2023, 31
50 licornes sont sourcées, beaucoup américaines, beaucoup indiennes. On va revenir à cette spécificité de l'Inde sur l'EdTech. Tu le disais aussi, Wilfried. Et la seule européenne, elle est autrichienne et c'est GoStudent. Alors, excuse-moi de te... Mais ne t'excuse pas, vas-y. De rebondir sur ce que tu dis. Mais GoStudent, ils sont effectivement incroyables et très très bons. Moi, j'ai pu rencontrer Félix à maintes reprises. Félix Oswald, le CEO et créateur. Oui, absolument. C'est les champions surtout de la levée de fonds. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont particulièrement doués. Ils ont levé des centaines de millions, ce qui font d'eux une licorne. Mais sur le terrain, de façon opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils font comme nous de la mise en relation entre professeurs et élèves, c'est pas du tout les mêmes volumes. Je vous dis 38 millions d'élèves l'année dernière. Je ne sais pas quels sont les volumes de GoStudent, mais on doit parler peut-être de 100 000. Un truc comme ça, on fait 300 fois ce qu'ils font à peu près en termes de mise en relation. Par contre, en termes de valorisation, évidemment, ils nous explosent. Ça, c'est intéressant, Marion, parce que ça remet en jeu une des notions auxquelles on a fait croire pendant longtemps dans l'économie numérique, qu'il fallait lever, devenir licorne pour être crédible finalement sur ce marché. Là, ce que tu nous dis, Wilfried, c'est que pas forcément. Il y a plusieurs modèles qui peuvent justement se juxtaposer, voire même être complémentaires. C'est dingue. Oui, alors c'est vrai que c'est une spécificité de ce qu'on aurait pu appeler le secteur du numérique, l'économie numérique, comme tu le dis. Il y a une grosse différence entre des boîtes qui vont faire du business, attraper leurs premiers clients, aller chercher une croissance, qui est quand même les bases de l'économie, rappelons-le quand même. Ah ouais. Et puis, oui, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Et être rentable aussi, voilà, effectivement. Oui. Et être rentable, absolument. Enfin, toutes les bases de l'économie qu'on apprend à l'école, bien sûr, évidemment. Et puis, ces fantasmes quand même sur la levée de fonds, elle est nécessaire, la levée de fonds. Je ne sais pas si vous avez combien vous avez levé vous de votre côté. Justement, c'est ce que j'ai cité. Nous, on n'a pas levé. Bravo. Il y a 2 sociétés dans le FT 120 qui n'ont pas levé d'argent. Bravo, ça c'est super. Moi je vous félicite parce que c'est possible. Vous montrez aussi que c'est possible. Il y a quand même aussi, pardon d'être critique, mais c'est aussi, moi je me fais le reflet d'une certaine réalité quand même. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont des bulles financières, y compris dans les classements que tu as cités, le Next 40 et le FT 120. Il y en a quelques-unes, si vous regardez le classement. On ne va pas les nommer ici parce qu'on est pas avec les chrétiennes. Mais oui, il y a quand même beaucoup d'argent qui est perdu. J'extrapole, pardon, un tout petit peu, mais c'est important parce que cet argent vous serait peut-être nécessaire, vous, dans quelques années, pour aller chercher vraiment peut-être une IPO, je ne sais quoi, selon vos ambitions. Mais quand je pense à Miro, cette plateforme de photographes en ligne qui s'est complètement écroulée, ou d'autres, je ne dis pas que l'erreur n'est pas possible. Un investisseur a le droit de se tromper, un entrepreneur aussi. Mais c'est quand même des centaines et des centaines de millions d'euros qui sont injectés dans des entreprises et qui font partie je dirais, des nécessités de l'économie au global. Et il y a plein de secteurs, on en parlera tout à l'heure, qui regardent avec envie ces injections de l'État dans les boîtes, le secteur médical. Ils regardent la Startup Nation. J'ai eu quelques témoignages avec un peu d'amertume. Voilà. On peut les comprendre. C'est pour ça que je pense que le pragmatisme, c'est vraiment ce qui va écrire l'histoire à partir de maintenant, parce que l'économie, elle prend une tournure un peu différente avec le contexte international aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi, Marion, et en plus, je trouve que pour aller... Nous, on a fait tout de suite le pari de l'international, c'est-à-dire qu'on a été vraiment chercher des nouveaux pays, parce qu'on pense qu'effectivement, la mise en relation entre les professeurs et les élèves, c'est quelque chose d'international. Tout le monde a besoin, en fait, pour apprendre quelque chose, de trouver son mentor, son coach et son professeur. Et je sais que si on avait été, par exemple, accompagné de fonds, ils nous auraient dit, évidemment, tout de suite, consolidez votre marché français, peut-être européen. Or, nous, on a fait des choix de cœur. Très vite, on a été au Brésil, en Espagne, on a lancé des pays qu'on aimait bien et qui ont bien pris, mais par contre, effectivement, qui n'étaient pas rentables tout de suite. Et on a continué d'investir pour atteindre une masse critique et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, notre croissance... Alors, évidemment, on fait encore de la croissance en France et en Europe, mais notre croissance est tirée par les pays type le Brésil, l'Inde et les États-Unis. Les États-Unis, pour vous donner un ordre d'idée, on a mis 6 ans avant de gagner $1. Pendant 6 ans, on a investi massivement. Si on avait été accompagné par des professionnels des fonds qui cherchent quand même à un moment à rentabiliser leur investissement, et 6 ans de dépenses à fonds perdus, c'est impossible à entendre. Donc on aurait coupé. Rentrer dans le classement aujourd'hui, ça vous apporte quoi concrètement ? Une mise en lumière, déjà, premier point. Parce que vous n'en avez pas besoin, tout va bien pour Superprof. Toute communication est bonne. Déjà, premier point, à partir du moment où on dit du bien, ça fait plaisir à ma maman, déjà aussi. Rien que pour ça, Madame Granier, c'est pas rien. Et puis l'équipe, on est fiers, c'est pareil. Tout le monde était content, Superprof va à l'Élysée. Oui, ça fait un truc un peu de... Voilà. Mais
Est-ce qu'on en a besoin? Oui, on a besoin d'un petit coup de projecteur. Et puis, moi, j'étais très content de parler avec Emmanuel Macron. Visiblement, mais c'est vrai. On le répète souvent. Mais oui, parce que je l'ai trouvé incroyable. Franchement, très moteur. C'est-à-dire que son discours, alors déjà, il est formidable, il est très sympathique, et très moteur, très encourageant. Moi, il m'a galvanisé. Voilà, alors, c'est une question qu'on pose souvent avec Marion, notamment, là, on va avoir 140 ans d'un coup d'un seul, puisqu'on a assisté aux fonds baptismaux de Station F, notamment, il y a quelques temps. Emmanuel Macron, c'est toujours le meilleur VRP de la Startup Nation? J'en sais rien. Moi, déjà, VRP, je trouve pas ça super positif. Moi, je le trouve un très bon communicant, très bon mentor. Et je vous dis, encore une fois, moi, c'est quelqu'un qui m'a galvanisé, qui me dit, allez, il faut aller encore plus fort. Il n'a pas arrêté de reprendre une phrase en disant, il faut rien lâcher, c'est la tempête, il ne faut rien lâcher. Et moi, ça m'a assez bien parlé. C'est-à-dire que nous, depuis le début, on lâche rien. Vous voyez, on est effectivement autofinancé, on fait attention à nos sous, on a des ambitions débordantes. Une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on a levé des fonds et qu'on est une star européenne, on est aussi une proie pour les Américains. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je connais des amis qui ont monté des boîtes, qui sont devenus leaders en Europe, et à un moment, les États-Unis disent, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a consolidé le marché européen? Est-ce que c'est embêtant à consolider? Parce que c'est plein de langues, c'est des petits pays, c'est plein de localités, plein de spécificités. Il y a quelqu'un qui l'a fait, les Américains arrivent, bam, ils font un chèque, les fonds, ils sont contents de sortir, et la boîte, elle devient d'un seul coup sous pavillon américain. Donc, pour créer un leader, en fait, il ne faut pas de fonds. Voilà, c'est ça le message. D'autant plus qu'à grande valo, si j'ose dire, grande responsabilité. Comment est-ce qu'on va construire, parce qu'il y a des défis aussi qui se posent justement à ces écosystèmes numériques, qu'on fasse partie du Next 40 ou Next 40 ou du FT 120, comment est-ce qu'on construit cet écosystème français et européen plus sobre, plus transparent, plus responsable, plus éthique? Comment est-ce qu'on le fait ça aujourd'hui, messieurs, dames, sur ce plateau? C'est pas simple. Je pense que c'est pas simple. Moi, j'en discute beaucoup avec les gens de la DG Connect, puisque j'ai le privilège d'être ambassadrice numérique de la Commission européenne. Et on se rend bien compte, et c'est ce que tu soulignais, Wilfried, qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des géants européens, que dès qu'on en a, on se le fait racheter, pas forcément plus que par les US aussi. Donc, il y a un vrai sujet. On a du mal, nous, à préserver notre écosystème. Et c'est un vrai défi de souveraineté. Souveraineté là aussi pour toi, Marion? Oui, bien sûr, mais je vais répondre à ta question très directement. Je pense qu'il faut arrêter de parler d'écosystème. Je pense que si on s'éloigne de ce mot-là qui était légitime au départ, regroupement, une grappe d'experts, fonds d'investissement, start-upers, business angels, c'était complètement normal qu'on parle d'écosystème en interaction avec un environnement pour la définition. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur un écosystème. Je crois qu'il faut s'éloigner de ça. Et même philosophiquement, qu'est-ce que ça peut impacter, même à l'échelle de l'Europe? Ça peut tout simplement rapprocher vos utilisateurs, les enfants, les familles, les parents, du service. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle plutôt d'une inclusion, d'un secteur tout court, voilà, c'est un pan économique avec des impacts sociétaux très forts. Le numérique, c'est ça. Finalement, je pense que ça aurait plein de vertus. Ça aurait la vertu que finalement le numérique soit mieux perçu de la part de la population générale, que ce soit aussi quelque chose qui soit une conversation différente avec les utilisateurs, voilà, qu'il y ait moins de friction, et peut-être qu'on construise ou on laisse se construire tout court aussi des alliances qui se feraient un peu naturellement plutôt que de les normer. Et je vais t'emboîter le pas parce qu'on se dit finalement que la plus belle des récompenses justement pour les startups et scale-up dont on est en train de parler, c'est peut-être la reconnaissance avant tout de leurs utilisateurs et utilisatrices. Regardez cette étude de l'IFOP réalisée en 2022. 3 Français sur 5 utilisent au moins une fois par mois une entreprise, qui est dans le classement du Next 40 ou du FT 120, mais ça peut être Doctolib, Blablacar, Vestiaire Collective, Superprof aussi j'imagine. C'est pas ça la plus belle des récompenses finalement, Wilfried? Ah si, la plus belle récompense effectivement c'est d'avoir des membres, une communauté. Nous, on a un peu plus de 22 millions de professeurs, donc la communauté de professeurs Superprof, c'est notre plus belle récompense. Et en plus, on arrive à vivre effectivement de nos clients, de nos membres qui trouvent leurs professeurs. Donc oui, c'est la plus belle récompense. C'est ça, avec ça, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On construit une formidable équipe internationale. Donc, une deuxième récompense, c'est effectivement, aujourd'hui, on a une équipe formidable, avec 35 nationalités chez Superprof. Donc oui, c'est ça la plus belle des récompenses. Après, encore une fois, le FT 120, c'est une mise en lumière, c'est un truc chouette, on peut communiquer dessus, c'est comme ça qu'on se revoit. Et donc, c'est chouette pour ça, mais la plus belle récompense, effectivement, c'est les membres. Isabelle, là aussi, le fait de faire entrer ces services de l'économie numérique
je dirais plus écosystème Promu Marion. C'est là aussi, faire entrer aussi ces outils dans une certaine logique, dans une masse critique aussi d'utilisateurs et d'utilisatrices. Oui, c'est un sujet de taille, c'est un sujet aussi de lutte contre la fracture numérique. Plus on va inclure de gens, plus on aura de profs, d'élèves, de gens qui vont se servir de ces outils et même de ces solutions, plus on va avoir un pays qui est robuste digitalement. Et c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a 13 millions de déconnectés en France. Hein. Oui, merci de le rappeler. C'est vrai. Il y a quand même une fracture numérique qui est réelle. Oui. Ouais. Alors après, sur la Startup Nation, puisque je crois que c'était aussi tout ton point tout à l'heure... Tu me connais bien. Non, mais c'est vrai, tu fais référence finalement au modèle israélien, qui est c'est vrai, parmi les plus performants au monde. Tu connais bien Israël. Je trouve que ça avait du sens, encore une fois, au départ, pour donner des impulsions. Emmanuel Macron a eu raison, je pense, de donner des impulsions. Emmanuel Macron a d'ailleurs emmené des entrepreneurs très souvent dans son avion présidentiel pour aller négocier des contrats, etc. Je souhaite que ça vous arrive. Super prof, si ça peut aider. Je suis prêt. Parce que c'est T'as récupéré son 06 ou pas? Bon, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt dans la salle des fêtes de l'Élysée. Non, mais en tout cas, il le fait. Il le fait, je le sais, pour avoir des entrepreneurs qui sont venus. Mais François Hollande le faisait aussi. Hein, oui, on ne peut pas lui enlever ça non plus. Mais ça, c'est utile. Ça, je pense que c'est la fonction d'un président. C'est ce qu'on attend d'un président. Bon, au-delà du fait qu'il soit un bon communicant, c'est aussi qu'il joue sur le de VRP. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout un acronyme gros mot. Je trouve que ça veut tout dire. Ça veut dire aussi que c'est un super vendeur parce que ça vous propulse, ça vous accélère. Et pour revenir sur la Startup Nation, là, je pense que c'est pareil. On devrait réfléchir un peu à ces mots-là, parce que la France, moi, j'essaye de me mettre humblement toujours à la bonne place. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce que le grand public, les utilisateurs, ils entendent? Ils entendent écosystème, ils entendent Startup Nation, ils entendent plein de choses qui ne sont pas forcément très, je trouve, audible. Enfin, je sais pas, c'est un point de vue. Et je pense qu'il faut revenir à des choses très simples. Et la simplicité, c'est souvent ce qui fait que derrière se construisent de belles choses, des croissances intelligentes, des alliances, des partenariats. Je pense aussi que c'est une question de grammaire, et je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu plus là-dessus. Et avec une question fondamentale, et on bouclera là-dessus avant d'aborder la deuxième partie de l'actu, comment en faire aussi un système, un environnement plus inclusif, en matière de parité femmes-hommes, en matière aussi de talent. Il y a une pénurie des talents, on le sait toutes et tous, on en parle à la semaine entière sur ce plateau, dans les métiers de la tech au pluriel, mais pas que. Comment est-ce qu'on arrive à faire, encore une fois, que ce numérique, version française-européenne, soit plus inclusif pour toutes et tous ? Alors, écoutez, nous, on a énormément de chance chez Superprof, puisqu'on a une majorité de femmes qui travaillent pour l'entreprise, notamment au poste de directeur et au comité de direction. Donc, et c'est assez fou, ça s'est fait vraiment spontanément. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une envie particulière, c'est juste qu'on recrute les meilleurs talents et il s'avère qu'on a recruté beaucoup de femmes. Après, Superprof, c'est aussi des gens qui sont très engagés aussi dans une mission. C'est-à-dire que nous, on est là, toutes les personnes qui bossent tous les collaborateurs sont là pour effectivement faire du partage de connaissances. Donc ils viennent aussi avec cette idée de travailler pour une boîte à impact mondial, puisque voilà, le partage de connaissances, l'éducation, c'est quelque chose pour nous qui change le monde. Et donc, non, on a, sans aucun effort, effectivement, on a aujourd'hui, je crois, 63% de femmes qui travaillent chez nous. Donc, vraiment, bravo. Tu n'auras pas besoin de signer le pacte parité de la French Tech, qui est plutôt mal barré. Sauf pour les développeurs. Les développeurs, par contre, ça reste encore très compliqué, effectivement, pour avoir des jeunes femmes qui viennent rejoindre le rang de nos techs. Mais rejoignez Superprof, vous êtes développeuse. Avec grand plaisir. En ce moment. Isabelle, on boucle avec toi encore une fois. Là aussi, c'est un enjeu, et tu le sais encore une fois, avec ton poste d'observation, si je veux dire, européen, avec notamment la Commission européenne. L'inclusion de ce secteur, c'est fondamental. C'est absolument fondamental, et sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a parlé du genre, mais il y a aussi un sujet de génération. L'âge médian dans la tech, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. On va peut-être travailler 43 annuités. Donc il y a quand même un vrai sujet sur les générations aussi. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je crois d'ailleurs que maintenant, dans les critères du FT 120 et du Next 40, il y a des sujets sur la RSE et sur la parité. Donc ça, c'est très bien, parce que ça fait évoluer les choses, mais c'est pas coercitif non plus. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du travail. On en parlera, tiens, dans un an pour la prochaine promo de ces classements de l'économie numérique française. Mais tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite d'Edouard Degnaud.
Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Marion Moreau, de Wilfried Granier et d'Isabelle Rouen. On continue à débriefer l'actu dans un instant, mais d'abord, Isabelle a une idée derrière la tech. Et Isabelle, avec toi aujourd'hui, on va prendre un cours d'éducation de robots. Alors oui, on parle beaucoup de ChatGPT ou ChatGPT pour les intimes. On l'a notamment beaucoup décrit ici dans cette émission. Il y a le dialogue entre humains, entre algorithmes. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler avec un robot comme je le fais avec toi ici? Alors tout à fait, on peut parler avec un robot, on peut même l'éduquer. Un robot qui est laissé seul, il est absolument pas innovant, il a besoin d'interagir avec des experts, il a besoin d'être nourri, et l'essentiel dans tout ça, c'est de comprendre ce qui fait une compétence, combien d'heures de travail il faut pour l'acquérir, et comment une IA va permettre d'accélérer tout ça. Donc l'éducateur de robot, il a une mission en fait d'apprentissage d'une IA. Un apprentissage automatisé, en fait, il y a deux formes. Il y a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Alors, l'apprentissage supervisé, en fait, c'est ce que va faire l'éducateur de robot. Il va étiqueter une série d'exemples de manière la plus claire possible, de façon à ce qu'après, l'IA, l'algorithme, soit capable de généraliser et à partir de nouveaux cas concrets, de pouvoir avoir une approche décisionnelle. Et le non supervisé, ça donne quoi du coup? Alors c'est complètement différent le non supervisé. Ça va être un peu, si tu veux, la façon dont un enfant va apprendre sa langue maternelle en écoutant ce qui se passe autour de lui. Et en fait, le non supervisé, c'est extrêmement compliqué à reproduire de manière statistique pour les intelligences artificielles. Et du coup, c'est notamment un des points qui fait que ça peut achoper aujourd'hui. En tout cas, il y a un mur à franchir à ce niveau-là. Alors, franchissons l'autre mur, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on éduque un robot? Eh bien, on éduque un robot en le nourrissant avec un grand nombre d'informations qui doivent être pertinentes. Et ces informations, elles vont être structurées sous la forme de questions et de potentielles réponses, de façon à ce que le programme devienne potentiellement autonome. Mais ça, c'est possible que si on a une approche qui est le plus débiaisée possible. Il y a un vrai enjeu à ce niveau-là d'éthique et de lutte contre les discriminations. Un exemple qu'on cite souvent, c'est une mésaventure qui est arrivée à Amazon il y a quelques années, qui avait créé une intelligence artificielle pour trier les candidatures qui leur arrivaient et qui a éduqué son algorithme sur la base des CV des gens qui étaient déjà chez eux. Ce qui était très bien, ce qui était très pratique, sauf qu'ils avaient une majorité de collaborateurs masculins et que très vite, du coup, l'IA s'est mis à discriminer les femmes et à écarter les candidatures féminines. Ils s'en sont rendus compte, ils ont rectifié le tir, donc il ne faut surtout pas leur jeter la pierre, mais ça montre bien que même avec les meilleures intentions du monde, on peut se retrouver dans des situations qui posent réellement problème. Et du coup, dans l'éducation des robots, il y a vraiment ce point-là à avoir en vigilance absolue tout le temps. Encore une fois, quelles sont les datas avec lesquelles on va nourrir ces algorithmes? C'est crucial. Du coup, comment est-ce qu'on devient éducateur de robots? Il y a une école pour ça? Non, il n'y a pas d'école pour ça. Il faut être bon en mathématiques, il faut être bon en programmation informatique, mais il faut surtout être très bon et très expert dans son métier. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de code incroyables, il y a besoin d'avoir les bases en data science et en statistique, mais c'est l'expertise de son métier qu'on va essayer de transmettre à un algorithme. C'est ça qui est important. Il y a un vrai enjeu d'éthique, un enjeu de discernement qui est absolument stratégique et clé pour éviter de reproduire des biais à l'échelle et des discriminations. Et donc l'idée, effectivement, c'est de développer ses savoir-faire quand on est éducateur de robots pour le transmettre à des algorithmes. Éducateur ou éducatrice de robots, c'est une profession que vous auriez envie d'embrasser, messieurs, dames? Alors moi, j'ai pas encore de super prof de robot, mais il faut que je crée la matière au plus vite. Franchement. Avec plaisir. Moi, c'est mon métier chouchou. Je t'accompagne quand tu veux. Et même, je trouve que c'est même une mission, peut-être même très RSE de super prof, qui pourrait éviter d'avoir justement des biais, que ça parte d'une communauté humaine, pour former des robots qui existeront demain, évidemment. Absolument. C'est intéressant. On va se mettre sur le sujet. Plus vite. Je crois que sur Super Prof, on pouvait trouver littéralement tous les profs et tous les cours qu'on souhaitait. Peut-être un cours d'élevage de robots. Et absolument. Tout à fait. Et d'ailleurs, on fait un clin d'œil à une plateforme qui existait il y a quelques années, je ne sais pas si elle existe toujours, je pose ça là, qui s'appelait Flint et qui permettait justement d'entraîner des IA et des robots pour pouvoir mieux comprendre, soulever encore une fois le capot de la tech pour mieux la maîtriser et mieux comprendre comment on nourrit justement cette interaction homme-machine. Interaction, il va y en avoir du sport surtout, et un match qui se joue en ce moment même à la Cour suprême des États-Unis. Gonzalez v. Google, c'est le match du siècle et qui pourrait bien remettre en cause l'Internet tel que nous le connaissons. C'est la deuxième partie du club. Et pour débriefer ces actus, toujours à mes côtés, Marion Moreau, Wilfried Granier et Isabelle Rouen. Alors, on va rappeler les faits. Gonzalez v. Google, c'est donc le cas qui est traité en ce moment même par la Cour suprême des États-Unis. Un débat qui fait rage. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a les défendeurs, la famille de Noémie Gonzalez,
une jeune étudiante de 23 ans décédée pendant les attentats de Paris en novembre 2015. L'image, justement, de son décès et aussi de cette tragique disparition avait été utilisée, était remontée, en fait, dans l'algorithmie, notamment de Google, mais pas que. Twitter aussi en avait fait les frais. Ses parents ont décidé de porter plainte et de porter, justement, cette... cas devant plusieurs tribunaux jusqu'à la Cour suprême aujourd'hui, qui va du coup devoir débattre d'un article extrêmement intéressant en matière de constitution. C'est la section 230 du Communication Decency Act de 1996 qui donne aujourd'hui l'immunité aux plateformes quant à l'hébergement du contenu face à l'influence du contenu lui-même. En clair, ça veut dire que cette section 230, c'est de la kryptonite des plateformes en matière de statut hébergeur versus éditeur. Marion, tu connais ce débat par cœur, c'est un vieux serpent de mer, on en parle souvent ici dans l'école du futur. Est-ce qu'aujourd'hui, on va enfin devoir mettre les plateformes devant leur responsabilité? Il faudrait, nous militons, on va monter une asso si tu veux bien Marjorie, parce que je crois savoir ton point de vue sur la question. Non, il faut, parce que évidemment, c'est aussi, c'est ce qui fait que notre société tout entière, je parle du monde entier, est déstabilisée aujourd'hui. Elle est déstabilisée parce que les réseaux sociaux ont des algorithmes qui sont non transparents et dont on voit bien d'ailleurs, et pas seulement pour Twitter ou YouTube, mais aussi pour TikTok. On ne sait pas trop comment ils se comportent. Dans tous les cas, ils contrôle une partie de nos vies et de l'information particulièrement. Après, je ne suis pas certaine que ça aille jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, la section 230, qui effectivement est l'arme je dirais, ultime de tous les GAFA côté publishers, enfin en tout cas les plateformes, l'histoire a montré que le sujet était loin d'être du côté justement de la justice. Pourquoi ? Je reviens sur un fait dont j'avais déjà fait écho ici dans ton émission Marjorie, c'est l'affaire Delphi en Estonie en 2015, et c'est une affaire qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on est à peu près au même niveau que la Cour suprême des États-Unis, qui a jugé une affaire tout à fait similaire, qui a finalement condamné une entreprise plateforme qui s'appelle Delphi, une entreprise estonienne, qui a publié un article dans lequel, l'impact était énorme, dans lequel l'annonce invitait des ferries à utiliser un itinéraire différent. Eh bien, ça a été la catastrophe sur le terrain parce que, pour des tas de raisons, l'article n'avait pas été suffisamment modéré et explicité. Finalement, les ferries ont pris cet itinéraire et se sont retrouvés dans des énormes blocs de glace au fin fond de je ne sais plus quel continent, forcément au nord. Bref, ça a été terrible. Et donc, plainte, et donc jugement, et donc la responsabilité de Delphi, cette plateforme comparable à plus petit niveau à Facebook ou d'autres plateformes, eh bien, elle a été jugée responsable en tant que plateforme publisher et non pas en tant qu'hébergeur. Et c'est tout là le point que la Cour suprême va devoir effectivement juger et décider. C'est quand on s'appelle YouTube, Twitter, TikTok, etc., a-t-on une responsabilité juste d'hébergeur et donc on est chat perché. On est chat perché. Pour le dire clair. On n'a pas la responsabilité des contenus qui sont diffusés et où est-on directement responsable des contenus qui passent. Et ça, c'est vraiment effectivement un tournant dans l'histoire. Mais j'ai tendance à dire que parce que, et cette anecdote estonienne n'a pas été au bout, alors qu'elle aurait pu faire jurisprudence, surtout à ce niveau-là, finalement, ça n'a pas tellement fait avancer les entreprises juridiques en tant que telles. Wilfried, c'est en effet un vrai conflit juridique. On va devoir revoir les arguments pied à pied. Mais est-ce que c'est surtout la fin d'une vaste fumisterie ? Est-ce qu'aujourd'hui, de fait, les plateformes, Meta, Twitter, Google, TikTok, pour ne pas les nommer, sont de fait créatrices de contenu et donc publishers ? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, c'est quand même assez technique, mais par contre, moi, quand je vois à notre échelle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on est responsable de notre contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se cacher aussi derrière le fait que c'est des professeurs qui s'inscrivent et que l'algorithme est moderne, mais qu'on n'est pas responsable de ce qu'ils écrivent. Mais pour autant, nous, on a envie de porter la responsabilité, en tout cas en interne, de proposer que des super profs, c'est notre promesse aussi. Et donc, évidemment, on vérifie tout le contenu de tous nos professeurs, on vérifie un paquet d'informations, mais surtout, on utilise la communauté, parce que la communauté,
Nous, si vous voulez, on est 200 collaborateurs, on gère 22 millions de professeurs. C'est compliqué, mais par contre, on a une communauté de millions de gens. Et donc, la communauté va évaluer en permanence le contenu, va nous faire des remontées. Et c'est ça qui va nous permettre de gérer et de supprimer des profils qui n'auraient jamais lieu d'être. Et ce que je ne comprends pas, moi, dans toutes ces plateformes, c'est qu'elles ont aussi une communauté incroyable. Elles savent très bien qu'il y a des contenus qui font polémique. Et ils savent très bien qu'il y a des contenus qui sont pas bon à diffuser. Et pourquoi à ce moment-là, effectivement, quand il y a la communauté qui remonte un maximum d'informations, elles ne se disent pas, bon, là, je fais l'arbitre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs articles qui remettaient en lumière les licenciements. Vous savez, cette vague de licenciements qui a émaillé l'actualité de la Silicon Valley ces derniers mois, cet automne et encore tout début janvier, et qui aurait mis à mal les équipes de modération des contenus de ces plateformes. En clair, moins de modérateurs de contenu, c'est forcément plus de points de vigilance à soulever. Est-ce que ça peut être un élément qui aggrave en ce moment la façon dont sont modérés les contenus, oui ou non? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'aujourd'hui, les plateformes, elles arrivent très bien à modérer automatiquement des contenus qui peuvent être sexuels ou des contenus qui peuvent être sur les armes à feu. Et bizarrement, quand c'est des contenus haineux, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet où aujourd'hui les algorithmes sont capables de pousser des contenus. Alors peut-être qu'ils ne produisent pas ces contenus-là, mais ils les éditorialisent parce qu'ils les mettent en lumière. C'est bien dommage, effectivement, si on coupe dans les équipes de modération, mais le sujet, il n'est pas là. Il y a même des recherches qui ont été faites par des scientifiques qui démontrent qu'une fausse information a une capacité à se propager de manière différente sur les réseaux sociaux par rapport à une réalité. Donc ça pourrait tout à fait être modéré un peu plus automatiquement. Je vous renvoie à la thèse de Soroush Vosougui, c'est peut-être un peu pointu, mais ça existe. Donc moi, je ne comprends pas, très honnêtement. Qui dit quoi exactement Qui dit en fait qu'une fausse information va se diffuser un petit peu différemment et va avoir une diffusion plus rapide et plus verticale, là où une vérité va avoir une diffusion plus neutre, plus petite et plus horizontale. Et se propager 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Exactement. Donc en fait, c'est fiable, je crois, à 75 ou 80%. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait automatiser. Donc bien sûr qu'il y a un sujet avec la modération, mais il y a aussi des choses qu'on peut automatiser. Ils le font sur d'autres types de contenus. Marion? Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est bien de rappeler, c'est bien d'être technique aussi, parce que tu as raison. Tout se joue dans les détails du diable, entre guillemets. Donc, et c'est d'ailleurs comme ça que l'entreprise juridique, j'allais dire plutôt les armées juridiques, ont construit l'histoire de ces grands monopoles technologiques. Donc il faut aller dans le détail. Je dirais aussi que nous, en tant que journalistes, on est très, si on est sensible au sujet, si je le suis personnellement, c'est parce que nous, dans notre métier, quand on nous apprend notre métier, on nous dit, voilà, tout ce que tu publies doit être vérifié, tout ce que tu publies doit être sourcé 2 fois, 3 fois, 10 fois, tout ce que tu publies a une responsabilité, et c'est ton directeur de publication, et c'est passible du pénal si tu racontes des histoires. Alors pourquoi on ne le fait pas vis-à-vis des plateformes? Pourquoi finalement? Elles sont tout à fait aujourd'hui exposées à la désinformation, aux propos haineux, à des choses qui peuvent aller très très loin, et on le voit, on le sait. Donc il serait temps aujourd'hui qu'on les mette en face d'une éthique comparable à l'éthique journalistique, et ça me paraîtrait complètement normal. Petite info, posez-la comme ça aussi. Suzanne Vosges, qui est la CEO, qui était d'ailleurs la CEO de YouTube depuis 9 ans, a annoncé son départ à la toute fin de la semaine dernière. Coïncidence, hasard? Oh non, parce qu'elle y était, je crois, depuis 2015, c'est ça. Donc, 2014, et donc au moment des attentats de Paris, en 2015, et au moment où cette affaire a commencé à être portée notamment par la famille de Noémie Gonzalez, elle était déjà à la tête de YouTube. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien. Oui, il y a une question se pose, mais honnêtement, je trouve qu'elle a déjà fait une longue vie chez YouTube, donc elle a sans doute envie de faire autre chose. Je ne sais pas, on verra ce que l'actualité dit de ce signal faible, peut-être. Absolument. Si la Cour suprême, justement, tranchait sur cette jurisprudence et renversait cette section 230, est-ce que ça aurait un impact sur la régulation européenne? On sait qu'il y a des pièces de régulation extrêmement importantes, Isabelle, qui ont été votées dernièrement, le DSA et le DMA, pour ne pas les nommer, qui font que ce qui est illégal dans la vie réelle est désormais légal également en ligne. Est-ce que le retentissement que cette affaire pourrait avoir avec la Cour suprême et cette jurisprudence renversée pourrait réinfluer sur la régulation européenne, où on a déjà une régulation qui couvre une grande partie de ces cas-là? On a une régulation qui couvre une grande partie de ces cas-là, mais qui couvre 450 millions d'Européens. Donc après, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux du futur, je ne suis pas futurologue de la réglementation européenne, mais effectivement, je pense que ça aura forcément une influence. Mais rien qu'avec le RGPD, on a quand même réussi à éduquer tout un marché, beaucoup plus largement, sur le fait que nos données avaient une valeur et que les
plateformes sont quand même une économie de l'attention qui aujourd'hui s'appuie sur nos données et s'appuie sur la publicité pour vivre. Donc il y a en tout cas une maturité des consommateurs qui arrive. Je pense que ça fera bouger les lignes. Après, quand, comment, nul ne le sait, je pense. Alors je me retrouve vers l'autre futurologue de la régulation sur ce plateau, Marion. Est-ce que, en effet, nous on a déjà un cadre en matière de régulation européenne qui couvre un grand ensemble de cas, ou est-ce que justement, encore une fois, le trou dans la raquette, c'est le statut hébergeur versus éditeur, créateur de contenu? C'est le problème à la racine de toutes les mesures qu'on est en train de travailler à la Commission européenne. Donc on gagnerait du temps et beaucoup d'argent, à mon avis, parce que les DSA, les DMA, toutes ces mesures qui, justement, en faveur de la régulation des big tech, elles coûtent de l'argent quand même. Il faut imaginer quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, notamment des avocats. Donc, je pense que oui, si on s'attaquait à ce problème-ci, la Cour, on va dire, soit la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déjà d'ailleurs pris sa position en 2015, comme je le disais, si d'autres cours prenaient le sujet en disant ce qui se passe aux États-Unis, on va aussi l'étudier sur notre territorialité à nous, juridique. Je pense qu'on gagnerait effectivement beaucoup sur notamment les autres mesures connexes qui sont en travaux, en chantier, à la Commission européenne. Ça ferait évidemment un changement majeur dans la politique, on va dire, européenne, de notre vision de ce qu'est Internet et de comment il doit aujourd'hui évoluer. Wilfried, justement, c'est important aussi pour l'avenir du secteur numérique, des secteurs numériques, je ne sais plus comment le dire depuis la première partie de l'émission désormais, parce que la façon dont se comportent les big tech, les plateformes, c'est vrai que big tech c'est devenu un peu une insulte là aussi, ça décrit tout l'apanage des plateformes et de l'innovation qui vient de la Silicon Valley et qui finalement s'est répandue comme une traînée de poudre, mais dont on est de plus en plus défiant et critique aujourd'hui. Le fait de pouvoir les mettre devant leurs responsabilités, ça permettrait aussi de redorer un petit peu le blason de l'ensemble de la tech. Moi, je trouve aussi le fait qu'on puisse toucher, effectivement, parce qu'ils ont l'air complètement intouchables. C'est-à-dire qu'ils ont l'air complètement perchés. On peut pas. Ils ont des batteries d'avocats. Ils ont tous les moyens financiers du monde. Et donc, effectivement, pour s'attaquer à ces gens-là, la Cour suprême, c'est peut-être le seul acteur qui a effectivement un pouvoir. Et donc, envoyer un message en disant voilà, les choses ont changé, on a réussi à faire bouger. Je trouve effectivement que ça donnerait quand même une image un peu plus positive à tous ces big tech, effectivement, qui sont un peu à la fois décriés et à la fois, effectivement, on ne peut pas s'en passer, quoi. Donc les big tech, c'est leur possibilité ou jamais, Marion, pour encore une fois redorer leur blason? Oui, alors en même temps, j'essaie d'être optimiste sur ce que peut donner une décision possible de la Cour suprême. Mais encore une fois, je pense quand même que les big tech, là aussi, elles ont... Allez, Google a presque 30 ans. Dans ses toutes premières versions. Ils ont aussi 30 ans de politique de lobbying, de conduite juridique, de savoir-faire juridique. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc comment aujourd'hui, ils ont évidemment prévu le coup pour raccourcir. Donc la section 230, effectivement, les a longtemps protégés. Peut-être qu'on les a aussi invités à avoir ce bouclier juridique. Mais le fait qu'on en parle, en parle chez School TV, à la Cour suprême, que finalement... Cour suprême, School TV, même combat, je ne sais pas. Le parallèle est intéressant. C'est un très bon sujet, il est important. Et il est important, encore une fois, pour le peuple, au sens large du terme, pour qu'il puisse entendre parler de la responsabilité des big tech. C'est quand même aujourd'hui une question d'avenir. Allez, la Cour suprême de l'info tire sa révérence. Merci infiniment, Wilfried, Isabelle, Marion, d'avoir été à mes côtés pour débriefer cette actu cette semaine. On se retrouve, nous, dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur, bien sûr.